On est ici les deux pour représenter le CUPRUM. On est un regroupement de chercheurs. Donc, on va vous parler comment on a mis en place la recherche au sein de notre clinique universitaire en psychologie à l'Université de Montréal. On est plusieurs. Donc, Marie-Julie et moi, nous sommes du programme clinique. Marie-Julie, étant donné qu'elle donne en fait, donne des stages. Elle est vraiment plus, je dirais, avec les superviseurs, les superviseurs de stage. On a quelqu'un qui représente la neuropsy, on a la directrice de la clinique, puis quelqu'un en psychologie du travail aussi, qui fait partie de notre comité. On est qui, nous autres? On est vraiment l'équipe qui assure le développement de la recherche. Donc, juste donner un petit peu une idée, là, le projet, ça a été, on nous a demandé de trouver une façon de faire en sorte qu'on puisse faire de la recherche au sein de la clinique. On est une clinique de formation, donc de futurs psychologues, et ça faisait des années qu'on en parlait. Puis, ben, finalement, on s'est fait un peu demander de le mettre en place. Donc, je vais vous parler du premier projet qu'on a instauré, qui est la mise en place d'une banque de données avec collecte de données systématiques, qui est utile à la fois pour la recherche et pour la clinique et pour l'administration. Puis dire aussi que le CUPRUM, ben, il y a d'autres projets qui sont prévus, là, la validation d'outils ou vérifier l'efficacité de nouvelles interventions. Mais dans un premier temps, pour vous dire comment on a fait pour installer notre premier projet. Ça fait 7 ans déjà, en fait, c'est le Party de Noël 2018, là, que la vice-rectrice de la recherche qui a profité du Party de Noël pour m'accoster puis me dire Hey, me semble que tu serais bonne avoir su, hein. Faut jamais dire oui à quelque chose dans un Party de Noël. Bon, bref, qu'est-ce qu'on a fait? On nous a dit l'université veut vraiment pousser pour la recherche dans les cliniques. Go, et elle va avoir de l'argent, mais finalement, il n'y avait pas l'argent. En tout cas, bref, il va avoir de l'argent. Et donc, on a dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, on a pensé à l'idée d'une banque de données, donc une collecte systématique, parce que c'est hyper riche, big data, ça nous permet de savoir c'est qui notre clientèle, peut-être faire des recherches sur des profils, etc. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a embauché des auxiliaires de recherche, des étudiants, faire une revue de littérature de tous les outils qui ont été utilisés dans les banques de cliniques de psychologie à travers l'Amérique du Nord. On a contacté les cliniques universitaires à travers le Canada pour voir c'est quoi les outils qu'eux autres ont utilisés. Puis, ben, on a contacté là, notamment certains experts là, comme Louis-Georges Castonguay de Penn State, qui est un expert dans des collectes systématiques puis dans le ROM qu'on appelle là, les Repeated Outcome Measures. Et on a développé un projet pilote qui, on a finalement été approuvé par l'éthique. Le projet pilote, ils ont dit avant de démarrer le projet de banque, de démontrer que c'était acceptable et faisable pour la clientèle, donc pour les personnes qui viennent chercher des services de psychothérapie puis d'évaluation au sein de notre clinique. Donc, on a eu un projet pilote qui est approuvé par l'éthique pour déterminer l'acceptabilité et la faisabilité auprès des clients. Si vous voyez les années, on s'est tombé pendant la pandémie, donc de 2020 à 2023. Donc, c'était un petit peu rock'n'roll de faire une collecte de données pendant ce temps-là, mais on a réussi à le faire. On a analysé les résultats préliminaires, puis on a démontré que c'était faisable et acceptable, c'est-à-dire qu'on avait un 90% d'acceptation de répondre au questionnaire de la clientèle. Et parmi ceux-là, ben en fait, 80% au total des gens acceptaient que les données recueillies étaient soit utilisées pour la recherche. Donc, ça nous a montré que c'était faisable et acceptable. Ce qu'on a voulu faire, en fait, c'était quoi exactement notre banque de données? Bien, on a voulu collecter des données qui seraient utiles pour la recherche, mais aussi pour la clinique. Donc, on voulait pas que ça soit désincarné, que les chercheurs aillent chercher des informations, mais que les cliniciens soient pas au courant ou l'utilisent pas. On voulait vraiment qu'il y ait une intégration. Et donc, on a voulu que ça soit une collecte systématique, pas trop longue, utile, pertinente, qui serait un peu comme un genre de screening qui serait proposé à toutes les personnes qui viendraient à la clinique. Au début, on le faisait pour toutes les personnes qui étaient sur la liste d'attente, mais des fois, on réalisait que ça pouvait prendre plusieurs mois avant qu'ils reçoivent le suivi. Donc, il y avait comme un décalage. Donc, finalement, on a décidé de faire la collecte juste au début du suivi, c'est-à-dire du moment qu'il y avait leur rendez-vous la semaine avant, mais aussi faire une collecte pendant le suivi. Vous allez voir pourquoi qu'on considère que c'est pertinent et que ça fait partie des données probantes. Au début du suivi, avant même le début du suivi,
ce qu'on va chercher comme information, c'est pas nécessairement les mêmes informations que les stagiaires vont chercher quand ils font leur évaluation. Donc, c'est un genre de dépistage qui nous permet de peut-être aider à aiguiller l'évaluation du client. Donc, on va poser les questions, pas nécessairement tous des grands outils qui sont validés, quoique nos outils sont validés, mais qui sont des outils plus brefs qui permettent de assez rapidement cerner quelques enjeux que la personne pourrait avoir qui pourraient ne pas être la raison pour laquelle la personne a consulté. À titre d'exemple, on pourrait avoir quelqu'un qui vient pour une évaluation neuropsy et qui mentionne vivre énormément de stress et d'intimidation. Et donc, l'évaluation neuropsy pour le trouble de l'attention, si on stresse puis à l'école, c'est pas la raison qui vient consulter. Mais cette information-là pourrait être très pertinente quand on fait l'évaluation. Donc, c'est juste un petit d'exemple, mais en quoi ça peut nous être utile? Ben, c'est super utile pour les cliniques, comme je dis, pour aider à aiguiller l'évaluation et la présence éventuelle d'un problème. Mais c'est aussi très utile pour la clinique elle-même d'avoir un peu une idée, c'est qui les gens qui te consultent? C'est quoi leur profil? Ils viennent de quel milieu? Est-ce que c'est des personnes qui ont été consultées plein d'endroits avant puis qui reviennent nous voir parce qu'ils se sont fait fermer la porte au nez? Est-ce que c'est des personnes qui ont justement un statut socio-économique moins élevé parce que notre clinique ne charge pas cher ou pas? Donc, à quel point est-ce qu'on intervient, disons, dans notre collectivité? Est-ce que c'est représentatif, nos clients de Montréal, ou en tout cas du moins de la région? Donc, les données administratives aussi nous permettent de faire ça, de mieux comprendre. Au niveau de la recherche, évidemment, bien, ça va nous aider à répondre à plein de questions. Vous savez, on est de plus en plus dans un monde de big data. On a fait des recherches, nous, dans d'autres milieux, dans d'autres hôpitaux. On peut même arrimer nos données avec les données de la RAMQ, par exemple, et qui va nous permettre aussi peut-être de voir dans le temps l'effet de nos thérapies, mais aussi de répondre à d'autres questions au niveau de comorbidité, au niveau de profil émergent, peut-être de problématiques. Et puis, ben, peut-être même voir des profils des indices de prédiction, par exemple, là, au niveau des questions de recherche qui pourraient se poser. Donc ça, rapidement, je sais que l'APA recommande fortement d'utiliser les mesures de screening, là, comme on le fait avec notre bilan. Et l'autre idée aussi, de la raison qu'on voulait rendre ça accessible à la clinique, c'est qu'il y a des questions qu'un stagiaire va peut-être oublier de poser. Okay? Par exemple, sur le sommeil, ou par exemple, sur une addiction à la pornographie, que dans un questionnaire en ligne, ben, que nous, on peut poser et que on réalise les personnes vont répondre. Et donc, ça nous aide aussi à aller chercher des points que peut-être les personnes ne se sentent pas à l'aise de parler ouvertement lors d'une première rencontre, mais dans un questionnaire socio-démo, un questionnaire rapide, les gens vont dire parmi ceux-ci, qu'est-ce que vous consommez dans une semaine? Puis on sait que la personne elle se nourrit juste de McDo, par exemple, mais ça peut avoir un effet sur sa santé mentale. Donc, on questionne sur différentes sphères. Et ben le fait de le faire de manière systématique, ben ça donne quand même des informations qu'on peut choisir ou non d'utiliser. On utilise aussi des mesures de suivi. Donc, c'est-à-dire à chaque mois, on a un questionnaire bref qui est utilisé, qui est, en anglais, on appelle ça des ROM, là, des Repeated Outcome Measures. Et les ROM, c'est vraiment reconnu comme étant dans les meilleures données probantes au niveau de la recherche en psychothérapie, c'est-à-dire qu'on utilise l'information mensuelle dans notre thérapie par la suite. Donc, on a un genre de cliché à chaque mois, la personne, comment qu'elle va au niveau anxiété, dépression, comportement problématique, idées suicidaires, etc. Et ben, on redonne l'information aux stagiaires, à l'équipe clinique qui peuvent l'utiliser. C'est sûr que si quelqu'un fait juste une évaluation, ben sa mesure de suivi, ça va être comme post-évaluation. Mais nous, ça nous donne les personnes qui ont accès à un suivi clinique, ben ça leur donne beaucoup plus d'informations et ben ça aide justement de dire ah ben là je trouve que vous allez moins bien, vous allez mieux, ben ça aide à s'ajuster. Ça, c'est juste pour vous donner un exemple de l'étude que je viens de vous mentionner. Puis, il disait que quand on utilise les Repeated Outcome Measures dans la psychothérapie, les résultats sont meilleurs, les personnes s'améliorent davantage que si on les utilise pas. Donc, le fait que le client nous offre un feedback de son état de manière régulière et qu'on l'utilise améliore l'efficacité de la thérapie.
Pourquoi ça aide? Ben, parce que ça favorise la discussion, ça permet de faire des ajustements dans le traitement. Les clients deviennent aussi plus conscients de la propriété et s'auto-évaluent. Puis, ben, on peut nous-mêmes faire un genre de graphique pour leur montrer dans le temps, tu sais, depuis que vous avez commencé, voici où est-ce qu'on est rendu. Donc, il y a quelque chose de visuel. Puis, ben, ça augmente aussi l'alliance thérapeutique. Donc, si à un moment donné, ça chute, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben, la semaine dernière, vous m'avez dit ça, j'ai pas aimé ça. Et, ben, pour la recherche, ça nous permet aussi de voir l'évolution des clients dans le temps. Et donc, c'est des outils de recherche qui sont hyper pratiques. Nos bilans ont l'air de quoi? Donc, nos bilans, il faut savoir, nous, la façon que ça fonctionne, c'est toute personne, un rendez-vous, on a l'information, on envoie un email, ils ont un lien. Pour l'instant, c'est Qualtrics, on risque de changer à RedCap. Là. Ils ont un lien, ils remplissent les questionnaires en ligne sur Qualtrics. Un peu comme vous avez entendu ce matin, on leur demande, évidemment, la loi 25, on explique pourquoi, bon, ils doivent répondre, puis qu'on veut l'utiliser pour la clinique. Ils peuvent dire non, c'est correct. Une fois qu'ils ont répondu, à la fin, on leur demande s'ils acceptent que leurs données soient utilisées pour la recherche. Et on leur demande aussi en même temps s'ils acceptent que les données de diagnostic et de tests qu'ils peuvent faire avec les équipes de stage soient aussi utilisées pour la recherche. Donc là, on peut importer ces données-là. Donc, on a un programmeur là, qui nous a fait des bilans. Donc, en gros, on a comme ça ressemble un petit peu à ça avec une liste de présence-absence de symptômes au niveau de la santé mentale, des critères d'hygiène de vie. On a l'IPIP pour le mini-IPIP pour des traits de personnalité. Est-ce que la personne a des plaintes au niveau cognitif? Est-ce qu'elle a vécu des événements stressants importants, de l'adversité dans l'enfance, une échelle de qualité de vie? La mesure de suivi, le OQ, ça, c'est notre ROM, c'est notre mesure répétée. Index de satisfaction conjugale, si la personne a plus de 18 ans, si elle est en couple. Expérience amoureuse aussi, si elle est en couple. Ça, c'est notre mesure répétée. Et ça, c'est pour les enfants, 6 à 11 ans. On a le moins de 6 ans aussi. Donc, les outils, ils ont vraiment été sélectionnés là, à partir de la revue de littérature, mais aussi à partir des besoins nommés par les professeurs du département et les superviseurs. Donc, on a pour les enfants, par exemple, qualité de vie, Kindle. On a une mesure aussi sur le fonctionnement familial, le hibou sur les troubles du sommeil, difficultés cognitives. Et la mesure répétée, c'est la même, sauf que c'est la version pour enfants. Puis juste à titre donner une idée, ça c'était de l'année dernière. Là, on n'a pas encore fait pour cette année, mais depuis l'étude pilote, là, on a comme 730 personnes qui avaient répondu au baseline. Puis là, les mesures de suivi, c'est pas tout le monde qui a des suivis, là, mais ça vous donne une idée. Comme l'année dernière, on avait 462 personnes qui avaient accepté, qui avaient un suivi, 302, etc. Donc, c'est quand même un défi pour nous d'avoir beaucoup de mesures de suivi. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de gens là-dedans que c'est juste des évaluations qu'ils reçoivent aussi. Ce n'est pas nécessairement tous des suivis en psychothérapie. Et nous, on l'offre enfants, ados, adultes, clinique, en psychologie clinique et en neuropsy. Donc, c'est toutes ces personnes-là qui se font envoyer le lien pour répondre au questionnaire. Puis à la fin, on leur envoie aussi de nouveaux qualités de vie et aussi un questionnaire de satisfaction des services. Donc, pour avoir vraiment un portrait. Donc, ça, c'est le gros des outils. Je vais vous parler. Maintenant, Marie-Julie va vous parler des enjeux parce que ça se passe si facilement qu'on l'imagine. OK. Merci, Tania. Donc là, vous avez vu le beau projet de la conception, tu sais, passer tous les obstacles éthiques, ça marche, les clients veulent, acceptent, tu sais, en très grande majorité. Donc, on a des feux verts, c'est beau. Donc, on arrive dans l'implantation. Et là, il y a eu beaucoup, beaucoup de défis, là, on ne va pas se le cacher là, à cette étape-là. Puis c'est un petit peu à ce stade-là aussi où j'ai commencé à plus m'impliquer dans le projet. J'étais déjà impliquée un peu au stade de sélection des outils parce que j'enseigne l'évaluation. Puis donc, je supervise un stage aussi. Donc, on s'est rendu compte que ça prenait beaucoup de travail de terrain là, pour cette étape-là. Donc, il y avait, comme vous pouvez voir ici, il y avait des défis à tous les niveaux. Donc, juste sur le plan, tu sais,
technique, informatique, ça marchait, tu sais, n'importe quoi là, qu'on démarre, il y a tout le temps des petits bugs. Juste trouver la logistique de à quel moment c'est le bon moment d'envoyer, de planifier ça, les communications entre l'équipe du CUPRUM, puis les stagiaires et les superviseurs. Donc, ça a été énormément de travail, puis il a vraiment fallu s'asseoir, tu sais, comme de manière très, très précise sur c'est quoi les processus, puis à quelle étape qui fait quoi, puis comment on va s'en serrer, puis qui envoie le email, puis qui fait, tu sais, ça a été vraiment beaucoup de travail, puis je sais pas chez vous, mais tu sais, chez nous aussi, des fois, il y a beaucoup de rotation de personnel dans la clinique. Donc, ça aussi, c'est compliqué. Puis, on a comme vous avez vu, la variété là, des types de stages qui se donnent. Donc, peut-être au moins une quarantaine, cinquantaine de superviseurs différents qui ont des perspectives différentes. Donc, on a eu tous ces types-là, puis entre autres, beaucoup de questions sur les enjeux déontologiques. Plusieurs avaient l'impression que c'était peut-être pas déontologique d'imposer ça aux participants. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? D'autres n'aiment pas l'outil qu'on a sélectionné, ne veulent pas l'intégrer. On est-tu obligé de l'utiliser dans nos évaluations parce que nous, on le connaît pas, on se sent pas à l'aise. Donc, on a mis c'est avec tout ça qu'on a développé le bilan que vous avez vu. On a développé aussi un site Internet assez étoffé avec beaucoup d'informations sur les différents outils. Donc, face à ça, il y a eu un sondage qui a été réalisé auprès des superviseurs, puis quand même la majorité était favorable à ça, puis souhaitait plus d'informations en fait sur les outils pour se sentir plus à l'aise. Donc c'est là où est-ce qu'on a vraiment construit de manière plus élaborée le site Internet pour rendre accessible toute une documentation associée aux différents outils. Puis encore là, plusieurs, oui, c'est-tu vraiment correct, c'est-tu vraiment déontologique, on peut-tu vraiment faire ça? Donc, moi, j'ai aussi fait un relais avec l'Ordre des psychologues. Donc, j'ai eu un entretien avec eux pour valider, en fait, puis rassurer les superviseurs par rapport à notre démarche. Puis donc, l'Ordre, eux, en fait, ils étaient vraiment enthousiastes. Ils trouvaient que c'était vraiment enseigner les meilleures pratiques finalement que de former les stagiaires à utiliser de manière, dans un cadre d'une collecte systématique, parce qu'ils disaient, ben c'est comme ça maintenant la santé, on le sait tous, là, tu sais, les gens ils passent par plusieurs étapes. Il y a un dossier avant nous, des fois il y a des préévaluations, donc il y a des gens qui ont utilisé des questionnaires de dépistage et des choses qui sont mises en place par la santé publique, puis bravo à vous de former vos étudiants à intégrer ça dans leur pratique clinique. Donc, puis là, il y avait toutes sortes de questions techniques sur, OK, où est-ce qu'on va mettre cette information-là? Bon, les psychologues, on a nos données brutes, nos données, bon, etc. Est-ce qu'on est obligé de faire un compte-rendu dans le rapport ou quoi? Tu sais? Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'enjeux autour de ça. Donc, bon, avec cette consultation aussi, là, donner un petit peu des genres de procédures générales à suivre pour toujours comme avoir une procédure, mais qui est quand même souple pour que les superviseurs puissent l'intégrer selon leur approche. Donc, tu sais, nous, en psychologie, on a des approches théoriques différentes. Donc, selon l'approche théorique, ça guide de manière très différente quel type de données on veut colliger, comment on veut l'utiliser. Donc, d'avoir puis en même temps, ce qu'on s'apercevait, c'est que si on leur disait trop, ben OK, allez-y avec votre manière. Ben là, ils n'aimaient pas ça parce qu'ils voulaient se sentir qu'on offrait quand même un cadre. Donc, il fallait comme trouver l'équilibre là-dedans. Donc, ça, c'est certaines directives. Ensuite, ce qui a causé beaucoup de difficultés dans certains contextes, c'est parce que, ben, on est en psychologie ou neuropsychologie, évidemment, on pose des questions hautement sensibles aux personnes. Puis donc, on peut avoir des débats là, à ce sujet-là. Donc, on a été chercher la documentation qui démontre bien que, en fait, le fait de, tu sais, on a peur de dévoiler des gens, de leur demander de répondre sur un questionnaire et non en personne. Beaucoup de gens avaient l'impression que c'était peut-être pas éthique de demander sur un questionnaire, avez-vous vécu des situations abusives, traumatiques, etc. Avez-vous des pensées suicidaires versus en personne? Mais en même temps, ce que la recherche nous dit, c'est que au contraire, ça nous permet peut-être d'aller chercher des informations que même certaines personnes veulent dévoiler dans un questionnaire et pas nécessairement dans le premier entretien avec un étudiant de première année.
Donc ça a aidé à rassurer. On a pu s'appuyer aussi sur une démarche qui a été faite par une collègue dans une clinique complètement à l'extérieur de l'université, où est-ce qu'eux, ils avaient, avec leur clientèle, posé les questions aux utilisateurs, jusqu'à quel point vous posez des questions sur le niveau d'adversité que vous avez vécu à l'enfance, ça vous dérange puis ça vous perturbe. Puis donc, vous voyez les réponses ici. Donc, ça permettait aussi de rassurer les gens. Bien là, on n'est pas en train de les stresser pendant qu'ils sont tout seuls chez eux puis de les mettre bouleversés de rapporter ces événements-là, alors qu'ils n'ont pas, à ce moment-là, le cadre sécuritaire d'une relation thérapeutique. Donc, ça, c'était très important aussi. Donc voilà, donc on a aussi créé toute une signalétique pour informer les clients. Donc quand ils arrivent à la clinique, ils ont des affiches pour voir exactement qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce qu'on vous envoie des questionnaires à répondre, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Puis évidemment, il y a tous les consentements aussi vraiment élaborés, bien sûr, là, auxquels ils doivent répondre en ligne. Donc, ça a été vraiment un grand travail. Donc, tous ceux qui se lancent là-dedans, là, je vous dis, il faut vraiment, même si on est dans les murs de la même université puis le même département, il faut vraiment le concevoir comme une recherche partenariale, travailler avec. Dans le fond, les questions qu'on avait toutes eues à l'avance, c'était plus sur la recevabilité par les clients, mais on n'avait pas pris conscience de à quel point ça pourrait être compliqué selon les processus administratifs de la clinique avec la multiplicité de superviseurs qui ont des approches différentes puis qui peuvent même changer d'une année à l'autre. Donc ça aussi, là, ça va être de comment s'assurer que toutes les nouvelles personnes qui arrivent à la clinique s'intègrent bien et facilement dans ce projet-là. Donc, on n'a pas fini de... le projet continue de rouler, là, on n'a pas fini tout ça, mais donc, vous voyez, ça, c'est les types de solutions là, qu'on a développées jusqu'à présent. Donc, plus systématiquement inclure des superviseurs, parce que, bon, là, il y a des superviseurs comme moi qui est une professeure au sein du département, mais je suis très minoritaire. La majorité, c'est des chargés de cours. Donc, plus les inclure dans le processus, puis plusieurs étaient vraiment intéressés, puis ils trouvaient ça le fun qu'on le fasse là aussi, puis ils pouvaient avoir des idées intéressantes. Les administrateurs aussi, parce qu'évidemment, sont la clé. Donc, les gestionnaires là, administratifs de la clinique qui peuvent intégrer le personnel de la clinique là-dedans. On a fait des changements de certaines mesures parce que c'est ça, il y avait certaines mesures qu'on avait incluses, puis là, certains superviseurs disaient oui, mais moi, cette mesure-là, je veux l'utiliser dans la formation que je fais à mes étudiants. Fait que là, vous brûlez mon questionnaire en passant avant. Donc, on s'est adapté, on a utilisé d'autres mesures plus courtes pour répondre à ça. Donc, l'inclusion des neuropsychologues aussi, là, de la neuropsychologie clinique. Donc, comme on a des points de vue différents, donc c'est sûr qu'à la base, comme Tania l'a expliqué, dans l'équipe du CUPRUM, on avait des professeurs de chacun des secteurs, mais quand même, dans la mise en place, c'est ça, selon les secteurs, des fois, il y en avait qui avaient l'impression de Ah, nous, on ne devrait pas être concernés par cette partie-là, donc pourquoi est-ce on l'a inclus? Donc, ça, c'était des enjeux. Donc, tu sais, il faut vraiment prendre beaucoup de temps pour le présenter. On est allé dans des rencontres de superviseurs pour aller présenter le projet, expliquer, répondre aux questions, c'est quoi les démarches, parce que sinon, tu sais, l'information ne se rendait pas, puis les gens recevaient des fois même pas le lien parce que le lien pour la participation ne se faisait pas tout le temps si on n'avait pas cette acceptabilité-là du point de vue des superviseurs cliniques. Donc, puis ça, comme je disais, il faut comme le maintenir constamment parce qu'il y a tout le temps des changements, des nouvelles cohortes, un gros roulement. Donc, la suite, il y a encore beaucoup à faire. Donc, nous, on n'a pas encore un dossier client électronique. Donc, c'est quelque chose qu'on souhaite intégrer à notre clinique. On ne sait pas trop encore comment ça va pouvoir se faire. Tu sais, un jour, on va peut-être même être connecté au dossier numérique, là, en principe, là, mais en tout cas, on ne sait pas. On est loin d'être rendu là. La plateforme de sondage aussi, c'est un enjeu. Tu sais, il y a les enjeux de financement aussi derrière ça, l'hébergement des données. On veut, comme vous avez vu nos statistiques, c'est sûr qu'on veut
améliorer là, le fait de remplir les mesures de suivi jusqu'à la fin. Ajouter les autres données qui se font comme dans le cadre de la démarche clinique. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on va pouvoir jumeler à l'extérieur de l'université ou même à l'intérieur même de l'université avec d'autres cliniques de santé? Donc là, on parle avec des gens là, à ce sujet-là là, en ce moment là, qui sont ailleurs dans l'université. Donc, est-ce qu'on va pouvoir cibler des sous-groupes puis ajouter des outils peut-être pour ça? On ne sait pas. Puis, on a aussi un secteur de psychologie du travail des organisations. Là, donc, on a déjà un représentant au sein du comité, mais peut-être une intégration là, un peu plus importante là, à venir. Donc, oui, ben c'est ça. Donc, merci. Je pense qu'on a